Donc Snake, on se connaît depuis l'époque, parce que c'était un DJ hip-hop, faut le savoir. En fait, de plein de radios locales qui passaient du hip-hop ou de la black music, ils appelaient ça comme ça à l'époque. Ils appelaient ça de la black music. Black music, c'était les radios black music. Je suis passé de 5 de moyenne en anglais à 18 de moyenne. J'ai en plein Pigalle, donc vraiment dans le game. C'est pareil, le Pigalle des années 90, donc hardcore, on va dire. Je suis parti acheter une platine de salon à 300 balles. Et je suis ressorti avec la Technics MK2 SN1200 sans savoir ce que c'était, sans savoir que c'était la platine de la culture. Pas pu savoir à l'époque. 90, c'est pas les mêmes époques que maintenant. C'est pas les concerts de maintenant. Et, première partie de Beyoncé et Jay-Z au Stade de France, tu vois, c'est un truc qui a marqué ma carrière. Bienvenue dans Au cœur du game. C'est le 3e épisode. Vous connaissez la règle. On se déplace chez les personnes, on se déplace chez les artistes, chez différentes personnalités. Et aujourd'hui, je suis vraiment honoré de recevoir une légende. Ça fait plaisir, une vraie légende. Dirty Swift, un grand honneur. Je l'écoute depuis que je suis petit. La culture l'écoute depuis qu'il est petit ou qu'elle est petit. Et aujourd'hui, on va parler un peu de ta vie. Cool. Présente-toi, Dirty Swift. Sois le bienvenu. Merci. Au cœur sois le bienvenu chez toi, en fait. Je suis le bienvenu chez moi, c'est bon. Exactement, sois le bienvenu chez toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, moi, je voudrais savoir déjà Dirty Swift, qui c'est précisément, pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Dirty Swift, il a beaucoup de casquettes, mais voilà, mon activité principale, et celle que je préfère, entre parenthèses, c'est DJ. Voilà, c'est vraiment ce qui me définit le plus, c'est ce que je kiffe le plus. Je dis souvent que l'endroit où je me sens le mieux sur Terre, c'est derrière les platines. Derrière les platines. Avec un public devant. C'est bien derrière les platines, à la maison et tout, mais quand tu as un public, c'est vraiment, je me sens vraiment à ma place, tu vois. Ok. Et je me sens trop bien. Tu te sens à l'aise. Et justement, comment tu as découvert cette culture, le hip-hop? Comment tu es arrivé dans le hip-hop et à quel âge? Alors moi, le délire, c'est que je viens de province. Donc tu viens d'où? Je viens de Rennes. Tu viens de Rennes, exactement. Ah, t'es breton? Ouais, je suis breton. La West Side. Là, je suis obligé de te check. Je crois qu'on est deux bretons dans cette émission aujourd'hui même, dans ce podcast. Bon, après, je te ferai rentrer dans la LBB, la Ligue des Bretons Barbus, mais ça, c'est autre histoire. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Tu m'en as déjà parlé, d'ailleurs. Oui, je t'en ai parlé. Ouais, je viens de Rennes et évidemment, niveau hip-hop, c'était pas ça. Moi, je me souviens, je suis de 75, tu vois, j'ai 50 ans. Et je me souviens très très bien de l'émission des Sydney HIP HOP en 1984. Donc ça, tu l'as vraiment vécu? Ça, je l'ai vraiment vécu, je le voyais à la télé et tout. Et on était là, tu sais, c'est un truc... tu voyais des bribes dans les films et tout, tu vois, mais il n'y avait pas le film Blaxploitation ou les premiers films hip-hop et tout ça, ils n'arrivaient pas ici forcément. Mais tu voyais un petit peu des bribes de cette culture, des bribes de la musique et tout, tu vois. On a entendu Rapper's Delight, mais c'était pas ça encore, tu vois. Ouais, mais ça, ce qui est bien, ce qui est important pour le podcast, c'est que toi, tu as connu cette époque, parce que tu as 50 ans, je le répète, il a 50 ans, on est avec un véritable ancien et qui fait plaisir. OG. C'est vrai, on va utiliser le terme. Ouais. Mais ce qui est important pour nous, c'est que déjà, tu as commencé à quel âge? À mixer, après, j'ai commencé à 20 ans. Ouais, mais rentrer dans la culture, à 20 ans ou avant? Ah non, je dis 84, tu avais des bribes, après, l'émission, elle a disparu, il n'y avait plus rien. Okay. Et après, fin des années 80... tu avais l'arrivée des cassettes de titres, des singles de titres. Donc, quand j'allais faire les courses avec ma daronne, je m'arrêtais au rayon, je mettais des casques, j'écoutais. Donc, il y avait des trucs qui arrivaient. Mais nous, on n'avait pas MTV, il n'y avait pas de câble. Il n'y avait pas Internet déjà. Les mixtapes, ça n'arrivait pas. Donc, s'il y avait un grand frère de quelqu'un qui montait sur Paris, qui revenait avec des mixtapes ou qui achetait des albums et tout, ça arrivait à tes oreilles. Mais c'était vraiment très dur d'accéder à la culture. Et après, il y avait un magasin qui n'était pas spécialisé hip-hop, mais qui faisait beaucoup d'imports. Donc sur Rennes même, ouais, qui s'appelait Rennes Musique. Et là, je commençais à aller dans les bacs hip-hop et tout, tu vois. Et là, je connaissais rien. Il n'y avait pas de magazine, il n'y avait pas de médias, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que dalle. Donc tu l'as appris vraiment sur le tas. L'affiche et entrevue, interview à l'époque, ça s'appelait, qui faisait vite fait des... Ouais, bah, je te montre un vrai... Ah oui, bah ouais. Qui faisait vite fait des artistes hip-hop et tout, des petites interviews, mais t'as vu, c'était des bribes, tu vois. Et moi, j'achetais les albums en fonction de la pochette. Et même, je regardais sur la tranche si le livret était épais. Je me dis, ah là, il y a les paroles, donc je vais pouvoir encore plus me plonger dans la culture et lire, apprendre et tout. Donc là, pas de platine encore? Pas de platine. Après, il y a la gare de Rennes, rayon import de sources. Quand j'ai découvert De Source, ça a changé ma life. Ouais, vraiment, là, j'avais vraiment un accès. Je lisais tout, même les pubs, tout. Je regardais tout de A à Z, tu vois. Donc là, ça t'a fait vraiment rentrer dans cette culture. Ouais, et progresser en anglais aussi. Je suis passé de
5 de moyenne en anglais à 18 de moyenne. Parce que je vivais que, je lisais que de l'anglais. Ok. Tes platines, tes premières platines, tu les as eues à quel moment? Comment déjà? Comment tu les as eues? Bon, en gros, pour faire court, parce que j'ai fêté mes 20 ans et j'avais des potes d'enfance que j'avais pas revus depuis longtemps et tout. Finalement, bon, ils se retrouvent chez WAM à mon anniversaire, un projet X, tu vois le délire. Gros stuff. Et là, ils arrivent dans ma broche. Hein, et là, on est chez Broche, d'ailleurs, on en parlera après. Ils arrivent dans ma broche, rien à voir, ça s'appelle pas Broche pour ça. Mais ils arrivent dans ma broche. Et là, ils voient des posters de Snoop, plein de CD, tout. J'avais que des trucs en CD et tout. Oh, donc t'étais déjà bien dedans, toi, ah ouais, personnellement. t'es dans le hip-hop et tout. Nous aussi, on commence une émission de radio sur Radio Laser. Donc, Une radio de là-bas. là-bas. De là-bas, tu vois. Ok. Une radio locale de là-bas. Je fais, vas-y, est-ce que tu veux la faire avec nous, tout. Boum, je me retrouve à faire. C'est la sélection pour l'émission qui s'appelait Mystica Sound, tu vois. Mystica Sound. Ouais, par rapport à un groupe de là-bas qui s'appelait Mystica Teacher. Bon, bref. Ok. Et donc, et je me retrouve à faire ça. Et après, moi, je montais souvent sur Paname, soit pour les matchs de basket. Tu parlais de basket avec Sergio et tout. Ça aussi, ça fait partie de la culture. Pour moi, les deux sont Sergio, liés. Premier épisode. Grand big up à Sergio, un grand merci. Grand big up à Cindy et à la Madré. Hein. À la Madré. Et donc, je montais sur Paris pour les matchs de basket ou des concerts aussi. J'allais aux concerts, Okay. des Warren G, des Naughty by Nature et tout. Donc, on va dire les premiers concerts presque peura. Ouais, il y a eu des Public Enemy, tout ça, oui, en 88. mais là, moi, j'étais pas là, j'habitais pas là, début. et en plus, j'avais 12-13 ans à l'époque, j'aurais pas pu y aller, quoi. Puis c'était hardcore, en plus, à l'époque, hein, les années 80-90. C'est pas les mêmes époques que maintenant. C'est pas les concerts de Rien à maintenant. Bon, fallait y aller, bonhomme. Non, bref. Et du coup, j'ai commencé à acheter des vinyles. J'ai mixé sur la platine de Madaron. C'est une platine à courroie, c'est un moteur, comme ça, voiture. Okay. Je l'ai niqué en 2 secondes. Et puis voilà, après je suis rentré dans un magasin, j'avais bossé l'été en tant qu'électricien et tout, j'avais du cash, j'avais 10 000 francs sur mon compte. Sur Rennes? Sur Rennes, je sais pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui c'est un mystère. Je suis parti acheter une platine de salon à 300 balles et je suis ressorti avec la Technics MK2 SL1200 sans savoir ce que c'était, sans savoir que c'était la platine de la culture. Mais t'aurais pas pu savoir à l'époque, on n'en parlait pas tant que ça. Il n'y avait rien, on ne savait pas vraiment. Je sais pas pourquoi je suis ressorti avec cette platine. Et tu l'as acheté naturellement? Je l'ai acheté, 3500 balles, je l'ai acheté. Et tu t'es dit, c'est celle-là que je veux, sans connaître rien du tout. Sans rien connaître. Alors que c'était celle-là. Incroyable. Tu vois, ça, c'est important de savoir cette anecdote. Pourquoi? Parce que cette platine, aujourd'hui, elle est encore légendaire. C'est la même, je l'ai toujours, ça fait 30 ans. On est en 2026, donc 30 ans après, c'est toujours la bonne platine, c'est toujours celle qu'il faut, même presque. Pour un vrai DJ, c'est toujours la même. C'est celle qui fonctionne, ouais. Et après, est-ce que tu as commencé à faire des scènes? Est-ce que tu as commencé à essayer de t'incruster un petit peu dans des endroits? Ouais, doucement, en fait. Du coup, j'ai commencé à essayer de mixer, mais tu sais, j'avais pas les moyens d'acheter la deuxième, donc c'était avec une platine de salon. Ah, t'avais qu'une seule platine dans le plat? Ouais. Une table de mixage de merde, une Gemini PS626, je me rappelle encore du blaze, mais tu sais, pas de crossfade. Puis je savais rien, je connaissais rien. Quand j'ai commencé à mixer, je savais même pas qu'il fallait mettre une feutrine. J'étais avec le plateau, je suis c'est lourd de scratcher. En fait, il fallait mettre une feutrine, il fallait enlever le truc en caoutchouc. Il y avait rien, il n'y avait pas de cassette, DVD, il y avait rien. Il y avait rien du tout. Donc déjà, une feutrine, c'est quoi pour tous ceux qui connaissent pas vraiment? Une feutrine, c'est ce que tu mets entre le disque et le plateau qui tourne, tu vois. Ok. Et ça te permet de glisser. C'est-à-dire que quand tu scratches, le plateau, lui, il continue de tourner, sauf si tu appuies comme un gros porc. Mais sinon, il continue de glisser. Et voilà, maintenant, tu rajoutes aussi du plastique pour que ça glisse bien et tu fais tes scratchs et ça soit super cool, quoi. Tu vois. Ok. Donc voilà. Donc voilà, je commence à faire des... Après, je bouge sur Paname pour finir mes études. Ok, donc là, tu habites en 96. Tu habites sur la capitale. En plein Pigalle, donc vraiment dans le game. C'est pareil, le Pigalle des années 90, donc hardcore, on va dire. Et voilà, et là, je me prends le truc de plein fouet, quoi. Tu vois, là, je vivais hip-hop, les concerts. Dès qu'il y avait... De toute façon, on était tellement des acharnés de la culture à l'époque. Dès qu'il y avait le moindre truc, un showcase dans un magasin, et on se rappelle en 97, je crois, le showcase de Lunatic à la Fnac des Ternes qui est parti en Yoku. Premier album de Lunatic. Ouais. Premier album de Lunatic, Mauvais Oeil, légendaire. Là, c'était pas encore sorti, hein. C'était vraiment le début de Lunatic. Il y avait eu la compile hostile, le Crimpet, tout ça et tout. Bon, bref, dès qu'il y avait un événement, on y allait. Dès qu'il y avait n'importe quoi, on y allait. Et le DJing, ça m'intéressait. Et donc, là, j'ai commencé tranquillement à mixer dans les trucs de la fac, quoi. Tu vois, dès qu'il y avait une soirée pour la fac, je commençais à donc c'est mixer vraiment à la fac que tu as commencé à mixer pour un je suis parti voir le public petit à petit. Ouais, pour aller voir le BDE, et j'ai dit, je suis DJ et tout, et bam, et je commençais comme ça. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à développer mon truc. Mais
Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Parce que je faisais mes études en même temps et tout, tu vois, ça a pris du temps. Ok. Est-ce qu'à un moment, tu t'es mis dans la production musicale, tu as commencé à rencontrer des artistes? Ouais. Je parle vraiment à tes débuts ou vraiment à cette époque-là. Tu as commencé à rencontrer un petit peu des artistes, après, des rappeurs ou autres? Tout le monde se croisait à l'époque, tu vois. Donc, tu croisais tout le monde. Et après, moi, en plus, je faisais une émission de radio chez WAM que j'envoyais à Rennes sur cassette, qui s'appelait Représente, que c'était Radio Laser, je renvoyais toutes les semaines. Et du coup, le fait d'être sur Paname, des mecs qui venaient chez moi. Donc j'avais des Sachpo, Mauvaise Langue, des Oxmo, tout ça qui venaient chez WAM dans mon petit studio, pas studio de musique. Attends, mais il va trop vite. Dirty, il est trop... Non, mais il y a trop de trucs, il se passait trop de trucs. J'essaie d'aller vite, sinon ça va durer 3 heures. Mais en gros, il recevait les groupes de rap de l'époque, qui étaient donc les Sages Poètes de la rue, des groupes vraiment emblématiques. Time Bomb, pour ceux qui connaissent. Donc Time Bomb, ça a fait connaître Lunatic, ça a fait connaître les X-Men, ça a fait connaître énormément de groupes. Et donc, tu les recevais pour ton émission de radio. Ouais, exactement. Et ça a donné quoi sur le long terme? Est-ce que tu as réussi à faire des productions? Tu t'es mis un petit peu dans les prods? Pas du tout. Ça t'a parlé? Ça t'a jamais parlé? Donc, pas vraiment de prod. Mais au début, je rencontrais pas mal d'artistes parce qu'il y avait une émission. Je faisais toutes les interviews pour une émission qui s'appelait Black Swing, qui était envoyée aux 200 radios, Black Radio, ils appelaient ça, ou Black Music. Les radios Black Music, tu vois. Mais donc, tu étais où? Sur Paris ou sur Rennes? Moi, j'étais sur Paris. Non, toi, tu étais sur Paris. Mais cette radio, c'était où? En fait, c'était les mecs de Radio Laser qui produisaient 1 heure d'émission et qui l'envoyaient à 200 radios Black Music qui passaient partout dans la France. Ah ouais? Sur toutes les radios qui étaient donc c'était presque un peu les débuts des radios un petit peu élargies sur tout le territoire français? Ouais, en fait, plein de radios locales qui passaient du hip-hop ou de la black music, ils appelaient ça comme ça à l'époque. Ils appelaient ça de la black music? Black music, c'était les radios black music. Ouais, donc pour un mec de Rennes, c'était légendaire, on va dire. C'était nouveau. Et donc du coup, moi je faisais toutes les interviews. Je faisais la FF, je sais pas, tout le monde, des IAM et tout. Toi, tu les recevais? Non, j'allais, quand il y avait la maison de disques, ils disaient, tu viens là, c'est là. Des fois, je faisais des cafés. Je fais Expressis dans un café à Porte de la Villette, tu vois, ce genre de... Expression directe. Oui. Mantes-la-Jolie, ça vient de chez nous. Ouais, c'est de chez toi. Ça, voilà, grand big up à Expression directe. Ah, c'était super lourd. 78, c'est pas très loin, faut prendre le train. C'est pas le bout du monde, faut prendre le train. C'est pas le bout du monde, faut prendre le train. Voilà. Et ok, donc toutes ces interviews-là, donc petit à petit, tu rentres de plus en plus dans ce milieu-là. Ouais, je rentre de ça. En même temps, je suis dans le tag, le graphe, je suis UVTPK avec tous les mecs à l'époque. Moi, je veux que tu en parles un petit peu parce que ça, en fait, en gros, quand je parlais de culture hip-hop, c'est que Dirty Swift, il a été vraiment dans la culture hip-hop complètement... Enfin, il a été dans la culture hip-hop de manière complète. Ouais. Graffiti, DJing, et dans le graffiti, qu'est-ce que tu as fait? Du vandalisme à l'époque plutôt. Hein. Donc UVTPK, qui sont légendaires pour ceux qui connaissent ce milieu-là, c'est des gens très très connus. On en voit encore, ils sont toujours actifs. Toujours là. Hein. On fait, mon gars Vesti organise une jam tous les ans. Ça se passe fin mai à Porte d'Ivry là. Tu vois, je t'ai vu, tu as mixé il n'y a pas si longtemps que ça. Bah ouais, c'est la famille, donc on donne la force, puis on revoit les anciens et ça continue. Il y a des nouveaux. Ils n'ont jamais arrêté le mouvement, ils sont toujours dans le graffiti. Non, ça tag, les anciens, et ça tag moins, ça graffe moins. Puis il y a eu tellement d'amendes, d'histoires et tout que. Ouais, parce que voilà, il y a le graffiti aujourd'hui où tu peux graffer un mur en toute légalité, parce que voilà, le monde a évolué, on est en 2026, donc maintenant il y a des graph-parks. Mais pour une époque, quand tu graffais, c'était dehors, dans la rue, le train, enfin bref. Et dès que la police t'interpellait, c'était compliqué. Très compliqué. On va pas venir dessus, mais en tout cas, c'était compliqué. Même les stickers, tu te rappelles pas, Paris, c'était bien sûr. Complètement rempli de stickers pour les sorties d'albums, les maxi, les machins et tout. Et là, après, ils ont collectionneur de stickers. Ah ouais. Tu venais chez moi, ma chambre était remplie. Moi, j'avais des posters, mais surtout des stickers. Partout, des stickers, partout. Parce que chaque album qui sortait avait forcément son stickers ou ses stickers, même les marques. Les marques de textiles, c'était pareil. Après, ils ont commencé à mettre des amendes et ça a cliné. Et des sacrées amendes. C'était genre, je sais plus c'était combien de stickers, mais c'était genre 1000 balles le sticker, tu vois. Ils rigolaient même pas. Donc les gens, ils ont arrêté ça. Mais c'est vrai que c'était vandalisé. Paname, c'était vandalisé. Entre le tag, le graphe, les stickers, c'était une dinguerie à l'époque. Hein. Ah ouais. Donc tu étais dans tout ça, donc tu étais avec eux. Ouais, j'étais avec eux, on traînait tout le temps ensemble, des histoires, des trucs et tout, mais voilà. Mais à l'époque, on était des acharnés. On disait, ouais, il y a un concert à la MJC de Mantes-la-Jolie. Mec, je prenais le platine sous le bras, on y allait comme as dans le RER, bam bam. Ça, justement, je voulais en parler parce que pour cette époque,
il fallait tout le temps te déplacer avec tes platines, tes vinyles. Tu étais obligé de ramener tes vinyles. Caisse de vinyles. Donc, caisse de vinyle, platine. Donc, aujourd'hui, quand vous avez votre ordinateur, soyez heureux de vivre cette époque. Parce qu'à l'époque, tu te faisais mal au dos et c'était une vraie mission. Tu n'avais pas de voiture, c'était une galère. Fallait que quelqu'un vienne te chercher. Parce que moi, j'ai connu aussi cette époque. Moins que toi, parce que je suis plus jeune, mais je l'ai quand même connue. Et c'est vrai que c'était une époque qui, pour moi, était authentique dans la manière de faire. Mais c'est vrai que c'était beaucoup moins pratique qu'aujourd'hui. C'est plus confort aujourd'hui. Hein. Franchement, je ne vais pas retroquer mon ordi contre mes vinyles. Je les aime bien, ils sont à la maison, ils sont en déco et tout. Mais franchement... Alors, c'est devenu maintenant des objets presque de collection. Tu vois. Voilà, la déco. Les collections, mais jamais je les vendrai. Jamais. Ah non. J'ai trop perdu de temps. Ta collection représente quoi? J'ai chiné tous les... Tu sais, on était des acharnés, c'est pareil. On allait chiner tous les morceaux. C'est-à-dire tous les week-ends. Voilà, je faisais tout le tour de tous les magasins, plus les puces. Tout. Les LTD à la base, des Urban Music, des Sound Records, des Ticarettes, Urban Music, tu les jumeaux à place de Clichy, les puces, tout ça. Et là, il va trop vite. C'est bien, là, c'est une vraie histoire. Il vous raconte toute l'histoire du rap français, du hip-hop français. Et toi, tu as vu Urban Music se créer, s'ouvrir? Ouais. Parce que ça arrivé, c'est un magasin qui a duré très longtemps. LTD a fermé, je crois que c'était en 97. Et j'étais vénère parce que j'étais pas là, j'étais parti faire un stage aux US. Donc j'ai loupé toutes les promos, donc j'étais vénère quand ils ont fermé. Et après, ils ont 2 ou 3 mois après, LTD a rouvert, tu vois, avec Clovis, tout ça. Tu vois, les mêmes que chez. Enfin, pas toute la team, mais certains de chez LTD. Donc, et franchement, pour la petite histoire, tu vois, quand j'étais pas connu encore à l'époque, tu vois, et que j'allais chez. Tu sais, je faisais mon truc. Tu sais, c'était aussi un rendez-vous. C'est ça aussi que par rapport à maintenant. Maintenant, tout se passe sur les réseaux et tout. Mais là-bas, quand tu allais au magasin, tu n'allais pas juste acheter des disques. Tu allais rencontrer des gens, tu voyais d'autres gens, tu parlais avec même tu voyais beaucoup de DJ. Tu voyais d'autres DJ, tu achetais des mixtapes, tu achetais des vinyles, mais tu parlais beaucoup et tout. Et tu vois, quand ils me voyaient venir toutes les semaines, je mettais tout mon argent dans les vinyles, mec. Je mangeais que des pâtes. Donc ils aimaient trop te voir arriver. Ah ouais, je m'habillais comme je pouvais. Tout mon argent est parti dans les vinyles. Tout. C'était un délire. La vraie passion. Et tu vois, à force, il me connaissait et tout. Et il faisait déjà mes sacs, il préparait mes sacs avant que j'arrive, avec mes goûts. Ah oui, ok. Tu vois, donc toutes les nouveautés. Toutes les nouveautés et tout, il me mettait de côté pour être sûr que j'en ai et tout ça. Et j'avais mon sac à côté de... Tu vois, quand il cherchait mon sac, je voyais Cut Killer, Goldfinger, Posca, Cost. Toutes les légendes des DJ françaises. Toutes les légendes de l'époque, moi, c'était ceux qui m'ont fait rêver, tu vois. Même s'ils ne sont pas beaucoup plus vieux que moi, 2 ou 3 ans, mais moi, j'ai commencé tard déjà à mixer vers 20 ans, le fait de venir de rap, tu vois. Eux, c'était les Parisiens, c'était mon dieu, tu vois ce que je veux dire. Et donc, quand j'avais mon sac qui m'attendait à côté de Cut Killer, frérot, déjà, à l'époque, j'avais l'impression d'avoir réussi ma vie. J'étais comme un dingue. Et justement, est-ce que toi, tu as sorti des mixtapes à cette époque-là? Ouais, j'ai sorti des mixtapes. Après, j'aurais dû en sortir plus quand j'y pense avec le recul. Mais ouais, j'en ai sorti. La première mixtape, ça devait être en 99. Ça s'appelait Hip Hop is Dying Slowly. Il y avait déjà des histoires. Ouais, le hip hop, c'est plus comme avant. Déjà à l'époque, il y avait les mêmes discours. Ouais, bien sûr, il y avait déjà. En 99, vous imaginez? Ah ouais. Et ouais, c'était cool. Hein. Puis j'avais pas mal d'invités dessus. Il y avait des drivers, des sages-pots en freestyle et tout. Plus du mix carry français. Et toi, par rapport à la radio que tu animais, est-ce que tu as réussi à récupérer des artistes pour les faire poser sur tes mixtapes? Est-ce que tu arrivais à faire un petit peu l'amalgame de tout ça? Ouais, bien sûr. Moi, j'avais les contacts, j'appelais, mais les gens me connaissaient. On est toujours en contact jusqu'à aujourd'hui. Tu vois. Et est-ce qu'à cette époque, c'était plus facile de ramener un groupe pour poser sur une mixtape qu'aujourd'hui, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué parce que le rap a vraiment évolué. Je sais pas s'il y a vraiment les mixtapes comme il y avait avant, mais oui, à l'époque, c'était assez facile. Non, aujourd'hui, il y a des compiles, mais il n'y a plus de mixtape. Voilà, même moi qui n'étais pas pas connu vraiment, tu vois, les gens, ils venaient poser, quoi, tranquille, quoi. Ouais, mais alors, juste, je veux faire une petite parenthèse sur ça. C'était quoi être connu à l'époque? Cut Killer était connu, mais pourquoi par rapport au film de La Haine? Il y a La Haine qui l'a fait exploser au niveau national. Enfin, en dehors, c'est ça, ça l'a fait sortir même du milieu du hip-hop, tu vois. Mais dans le milieu hip-hop, on savait qui était qui. De toute façon, on se voyait tout le temps, c'était toujours les mêmes gens. Tu croisais mais ça restait très hip-hop, ça restait pas mainstream, entre parenthèses. Pour l'instant, quand même, ouais. Mais il y avait la radio, tu vois. À la radio, à l'époque, c'était big, quoi, tu vois. Quelle radio, par exemple? Déjà sur Nova. Moi, quand j'écoutais Cut Killer sur Nova, mais c'était le vendredi. Au début, c'était le samedi à 14h, après le vendredi à 20h. Tous les vendredis et tout, il n'y a pas de rendez-vous avec une meuf et tout. Pas de vendredi à 20h. Radio Nova, Cut Killer. Je suis devant le Cut Killer Show, devant mon poste de radio. Et t'enregistres. Comme disait LBR, je lâche la pause cassette parce que j'enregistrais tout.
pour tout essayer de reproduire et tout. J'écoutais tout, le lendemain j'allais chez LTD ou après Urban Music pour dire ah ouais, je veux celui où il a fait des passe-passe, tu sais, quand tu as 2 fois les mêmes disques et tu reviens d'un disque à l'autre. D'un vinyle à l'autre vinyle, ce qu'on appelle des passe-passe. Je dis, ah, je veux celui-là, je veux refaire les mêmes et tout, tu vois. Et voilà, mais en tout cas, Cut, ouais, c'était énorme. Puis il y a eu Double H, ça faisait vraiment un truc. On est parti sur Double H, Phase B, la rivalité. Les DJ, ils étaient vraiment limite pas, je vais pas dire plus stars que les artistes. Les rappeurs, c'était émergent, on va dire, tu vois. Il y avait déjà des groupes qui commençaient à s'installer, qui avaient vraiment une résonance nationale, voire internationale, comme IAM, comme NTM, tout ça, tu vois. Et les autres, ça commençait à grandir. Évidemment, quand les Time Bomb, tout ça, ça arrivait, ça a révolutionné le game. Les Arsenic, les Oxmo, tout ça, là, ça commençait à décoller. Mais à la base, c'était les DJ encore. C'est eux qui... sans les DJ, déjà, ils passaient pas le son. Il n'y avait pas de son. Et tu pouvais pas, il n'y avait pas de Spotify. Peut-être pour certains, ça... Et tu sais, tu n'avais pas les moyens de t'acheter... Maintenant, tu veux écouter un son, tu as juste à cliquer. À l'époque, si tu voulais écouter un son, il fallait acheter le CD en entier, l'album en entier. Mais ça coûtait 130 francs, ça coûtait super cher. En francs, en plus. Et donne une petite question, parce que pour acheter un CD à l'époque, là, tu as donné des magasins spécialisés, beaucoup vinyle ou mixtape, mais sinon, il fallait aller à la Fnac. Il fallait faire des sorties nationales, parce que même à Auchan, Carrefour, il n'y avait pas de CD à l'époque. Il fallait à la Fnac il y a un Fnac Montparnasse qui marchait, qui avait un mec qui était au rayon hip-hop et qui sur les champs. Pareil sur les champs, tu avais même Tex qui a bossé là-bas, je crois. Virgin aussi, c'était pas mal. En général, ils prenaient des bons vendeurs quand même, tu sais, des mecs spécialisés, tu pouvais discuter avec eux et tout. Et moi, j'étais dans le vinyle de toute façon. J'ai arrêté direct les CD. Mais justement, cette époque, ce que je trouvais, je la trouve vraiment incroyable, parce que pour avoir un vinyle, contrairement à maintenant où c'est redevenu un peu vintage, c'est redevenu un beau produit, à l'époque, les vinyles, il n'y en avait pas du tout partout. Tu allais à la Fnac. Non. À moins que je me trompe, il n'y avait pas de vinyle. Tout le monde était passé au CD. Tout le monde voulait. On est d'accord, on n'était que sur le CD. Un petit bac de vinyle vite fait. Ouais, voilà. Tout, quoi. Mais sinon, c'était que Urban Music, que les magasins spécialisés. Et est-ce que ça t'a fait un petit peu voyager dès le début, le DJing, ou pas du tout? Si, après, j'avais quelques contacts et tout, et j'ai commencé... Dès les premières soirées, j'en ai fait beaucoup à l'étranger. Donc en Suisse, à Zurich, à Montréal, plusieurs et tout. Montréal? Ouais, à San Francisco, tout ça. Oui. Tout, tu vois. Les contacts que j'avais là-bas, les gens, ils voulaient me faire venir. Parce que j'avais une façon de mixer déjà différente des DJ de là-bas. Donc ça faisait une petite fraîcheur et tout, tu vois. Et c'était quoi la grande différence? Ils écoutaient vraiment beaucoup. Franchement, on était trop forts. Enfin, on était trop forts. Les Français, on était forts en DJing. C'est-à-dire le nombre de champions du monde qu'il y a eu, les DJ qu'on avait. Donc on parle de technicité sur les platines. Technique, façon de mixer, tu vois, de se prendre la tête. Toutes les mixtapes, fallait faire des intros de ouf, fallait faire du scratch. Tu voulais être respecté, fallait savoir scratcher. Sinon, tu n'étais pas respecté du tout. Maintenant, tu n'as pas besoin de savoir scratcher pour être DJ. Maintenant, tu as un DJ, on va en parler après, mais tu as des DJ pour un à l'époque, là, si tu ne savais pas scratcher un minimum, tu n'étais pas respecté ni par le public, ni par les autres DJ, encore moins, tu vois. Et à l'équivalence d'un grand DJ américain comme Funkmaster Flex, par exemple. Flex, c'était fort. Moi, il était super fort. Mais il y avait qui, en gros, qui sortait des mixtapes à l'époque, on va revenir dans les années 2000, 2001, 2002. Il y avait qui était un peu en tête d'affiche là-bas sur ce genre de produit? Où ça, aux States? Ouais. Toujours les Flex, toujours les Red Alert, tu avais les Executioners. Après, c'était plus Scratch et tout ça. On était vraiment dans les spécialistes. Invisible Scratch Pickle avec DJ Qbert. Nous, on se butait à ça, les DVD, tout ça. Qbert. Des mixtapes que de Scratch. C'est des mixtapes où tu as 90 minutes que de Scratch. Vous imaginez que les mecs écoutaient que des scratchs sur des vinyles, en tout cas, ils écoutaient que des scratchs. Des mixtapes, cassettes, pendant 1h30, que des scratchs. J'ai un ami un jour qui m'a dit, il est parti voir... Donc, écouter un concert que de scratch, de Qbert, justement, qui est une des plus grandes légendes des DJ de tous les temps. Est-ce que tu faisais ce genre de choses, toi? Tellement. Et j'étais au DMC, quand on avait fait les DMC en France, c'était quelle année? Je crois que c'était 98, championnat du monde DMC, donc c'est le plus grand concours de DJ du monde. Excuse-moi. Ça y est, je parle trop, là. Et donc, la finale du championnat du monde, c'était en 98. En France, au Dôme de Versailles. Je ne sais pas combien ça prend le Dôme de Versailles, 3000, 4000, 5000 personnes. C'était blindé, frère. Plein à craquer. Ah ouais, le DJing, c'était... Mais c'est là que je trouve que le monde a changé, parce que je pense qu'il y a une époque, à un moment on va en parler, mais entre 2000
et 2026, je trouve que les DJ sont vraiment repassés derrière. Ils sont repassés derrière. Ils sont vraiment repassés derrière. C'est pour ça que je disais que les DJ étaient vraiment stars à l'époque. C'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps sur tes goûts musicaux. C'est eux qui décidaient. Pour écouter du son, comme tu n'avais pas de streaming, tout ça, c'était soit la radio, soit les mixtapes. C'est comme ça que tu découvrais. Ouais, c'est comme ça. Tu n'avais pas les moyens de t'acheter tous les albums. Tu vois, c'était impossible. Ah non, sauf les gens qui les pétaient à l'époque, ça tapait beaucoup de CD. Mais sinon, c'était impossible, tu vois. Donc, c'était vraiment... Le DJ, c'était ta première source pour écouter du son, pour découvrir des morceaux, pour découvrir des nouveaux artistes. C'était vraiment le DJ. Et qu'est-ce qui t'a fait que tu as duré aussi longtemps, ta longévité dans le milieu? Parce qu'aujourd'hui, on est en 2026, t'es vraiment là. Ouais. T'es complètement là. Nous, on a fait plusieurs choses ensemble. On a fait des soirées, des choses. Mais en tout cas, tu es vraiment très présent. On va en parler après. Tu as même sorti un livre. Tu as fait plusieurs choses. Comment tu expliques ta longévité? Ma passion, frère. C'est toujours la passion qui t'a nourri jusqu'à aujourd'hui? Ah ouais, je suis un baiser, j'ai un problème. Tu vois, j'ai vraiment un problème. C'est genre, j'aime trop ça. J'aime trop la culture hip-hop. J'aime trop le hip-hop. C'est vraiment le hip-hop à la base. Tu vois, je ne vais pas dire c'est le DJing, je vais dire c'est vraiment le hip-hop qui m'a happé. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, par petits trucs. Ouais, quand c'était pas le rap, c'était le grave. Quand c'était pas le grave, il y a eu un moment, je sais qu'il n'y avait pas de retour possible. Tu vois, c'était vraiment ça ma life. Donc, le hip-hop. Et après, moi, j'ai trouvé ma place un peu dans le tas, grave, mais c'était anecdotique par rapport à vraiment le DJing. Le DJing, ça m'a parlé direct, c'était vraiment le truc. C'était ton Les truc. premières mixtapes que j'ai entendues, je ne savais pas ce qui se passait, mais je me dis, putain, c'est le truc le plus incroyable que j'ai entendu. Je ne sais pas comment ils font, je veux faire la même chose. C'était juste comme ça. Et crois-moi que tu l'as bien fait. Ah, merci. Fait. Mais c'est long, hein, c'est dur de développer son style et tout ça, tu vois. Au début, tu copies, au début que... Ouais, mais même un sportif, il a du mal à développer son style. À un moment, un basketteur, quand tu passes après Michael Jordan, après des années, c'est compliqué de le dépasser. Enfin, on a vu des moves de Kobe qui ressemblaient beaucoup à Jordan. On est d'accord, on est complètement d'accord. Et c'est vrai que c'est dans tous les milieux, c'est même un menuisier aujourd'hui, pour dépasser les maîtres du bois, c'est compliqué de les dépasser. Mais donc toi, comment tu donnerais ta vision sur l'évolution du métier de DJ? Wow. Bah maintenant, déjà le ticket d'entrée, il est tellement pas cher, c'est-à-dire financièrement et au niveau des sons. Attends, quand tu dis pas cher, tu parles de matos ou tu parles de quoi? Matos et même sur la longueur, parce qu'avant, il fallait acheter les disques. Il fallait vraiment que tu te sacrifies. Maintenant, déjà, le matos, c'est grave moins cher. À l'époque, tout un set, 2 platines vinyle, plus une table de mixage, tu en avais pour 10 000 francs. 10 000 francs de l'époque, ça fait 1 500 €. Maintenant, ça fait au moins 3 000 à 4 000 €, tu vois ce que je veux dire, avec l'inflation et tout. Donc, il fallait un peu cher d'argent. et il fallait dépenser tout. Tu n'avais pas de son si tu n'avais pas les vinyles. Donc, il fallait en acheter toutes les semaines, tout le temps. Et maintenant, ouais, il suffit d'un contrôleur, tu vois, ce que je ne conseille pas forcément pour commencer, mais il suffit d'un contrôleur. Quand tu dis contrôleur, c'est les... C'est les trucs all-in-one, ça commence dès 150 €. Tu branches à un ordi, tu as déjà un ordi, tout le monde a un laptop. Tu branches à ton laptop, tu télécharges les sons sur Internet en plus ou moins bonne qualité. Tu vois, il y en a qui font des rips YouTube et c'est parti. Mais c'est cool, moi je trouve ça cool que ce soit accessible à tout le monde. La musique, elle n'est pas réservée à... un DJ parce que tu crois que tu es l'autorité supérieure et tout. Si tu kiffes, les gens ils kiffent et tout, et tu développes ton style, bah vas-y, c'est cool, tu vois. Après, de temps en temps, on voulait que le hip-hop évolue. Il a évolué. À un moment, fallait s'attendre que ça devienne plus commercial qu'à l'époque, forcément. Ah ouais. Mais maintenant, bah voilà, les gens, ils peuvent se mettre à mixer et la semaine d'après se retrouver en club. Là, justement. Nous, il fallait attendre. Pour que tu sortes de ta chambre, comme je te disais tout à l'heure, il fallait des skills techniques, tu vois ce que je veux dire. Et puis, c'était plus dur d'apprendre à mixer. Il n'y avait pas de synchronisation, il n'y a pas l'affichage des BPM, l'affichage des armos, tu vois. Il fallait tout faire à l'oreille, il fallait que tu développes ton oreille. Et après, ce qui est le plus long pour un DJ, et c'est là où le problème des nouveaux DJ qui arrivent directement sur le terrain en croyant qu'ils vont tout niquer, tu vois. Je suis sûr qu'ils kiffent ce qu'ils font. Je suis sûr que c'est des gros kiffeurs de musique, ils ont une bonne connaissance. Le plus dur dans ce métier, c'est apprendre à lire le public. Donc, tu vois, tu es en face d'un ta public. Musique, ce que tu fais, et que le public entende bien ce que tu fais. Il faut que tu arrives direct, tu vois, à capter. Bon, là, je suis en train de les perdre. Là, je ne vais pas dans la bonne direction. Et comment te rattraper, Parce que tu peux, sur un son, 2 sons, une demi-heure, foutre n'importe qui est capable, tu envoies tous les tubes et voilà, tu vois, les gens ils sont pas forcément sensibles à la technicité et tout, surtout maintenant.
À l'époque, c'était pas le cas. Ouais, c'était l'inverse. Mais tenir ta soirée, tenir des 2 heures, à l'époque, tu mixais 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Frère, ça, c'est dur. Et les tenir, pas les lâcher, pas qu'ils quittent le dance floor. 9 heures, ça, c'était à ton anniversaire, à tes 40 piges. Je crois que j'ai jamais mixé aussi longtemps de ma vie. J'ai dû commencer à 22 heures. Ah ouais, j'ai quitté les platines à 4 heures. Et je sais pas pourquoi on m'a parlé d'un son. Je suis il est revenu et il a quitté à 6 heures. C'est fou, 7h30. 7h30. Ah, c'était une folie, une vraie folie. Ouais, mais c'est ça qui fait que tu arrives à tenir un public. Parce que ce que tu as fait ce soir-là, je te le dis, hein, il y a des gens que j'ai jamais vu danser de toute ma vie. Des gens que je connais depuis 30 ans, je les avais jamais vus danser toute ma vie. Là, je les ai vus danser 6 heures, 7 heures d'affilée. C'est légendaire. Ça, c'est ce qu'on appelle un DJ. À mes yeux, c'est ça. C'est ça que ben oui. Quand je les prends, je les chiffonne, je les attrape, je les emmène là. Et des fois, quand je vois qu'ils ont... C'est pas qu'ils en ont marre, ils se disent « Ah, vas-y, il est tard, j'ai envie de rentrer et tout. » Ouais, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je vais te rattraper, tu vas venir danser. J'ai gardé des bastos, tac. Non, moi, je vais donner une anecdote sur Dirty, c'est qu'il est capable de te mixer un gros son, un gros tube, qu'un riz, même à l'ancienne, avec des paroles, des fois nouvelles, de nouveaux artistes, sur des grosses prods. Et tes remixes que tu fais, tu nous as fait un petit délire à la Noël l'autre fois pour nous faire kiffer. Mon gars, c'était incroyable. T'es capable de nous rallier 2 sons totalement différents. J'aime bien me balader dans... mais je sais que t'aimes bien, même la musique française, tu aimes bien la rallier un petit peu au hip-hop. C'est très important de faire ça. Et au niveau des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu penses que ça a apporté à cette culture, que ce soit hip-hop ou on va parler vraiment DJing? Est-ce que tu penses que c'était très positif ou ça a un peu éteint cette magie à des moments? Un peu des deux. Tu vois, moi, au tout début, j'étais très réseaux sociaux, mais pas à me poster en train de mixer. Tu vois, j'étais plus sur les formats longs, je fais les mondes des mix tout depuis, on en a plus de 500, presque 600. Alors, explique un tout petit peu ce que c'est, ça. Alors, les mondes des mix, c'est un mix que je sors tous les lundis. Bon, je suis un peu moins assidu en ce moment, mais parce que j'ai beaucoup de travail, mais ça va reprendre. Et en plus des mix que je fais à la radio, tout ça, non, c'est un mix que je fais tous les lundis, parce que je me suis dit, à un moment, je me suis dit, non, vas-y, tous les lundis, tu as envie de commencer la semaine avec du bon son, je vais te balancer un mix pour te motiver pour la semaine. Tu vois, monde des mix. Et avant, j'en faisais j'avais monté un site internet aussi, pareil, où je faisais des interviews, le premier site hip-hop en France, en tout cas un des premiers, en tout cas vraiment au début, c'était dès 2001, ça s'appelait bounce2this.com, je faisais des bounce mix. Ah ouais. Bon, bref. Bibliothèque, le mec, c'est une bibliothèque. Ça n'arrête jamais. Mais ta question, c'était par rapport à les réseaux sociaux. Est-ce que au début, moi, je me suis un peu forcé. Tu vois, je me dis, les gens, ils le font. Et je voyais des gens qui sortaient de n'importe où, qui ne savaient pas mixer, pas scratcher, pas truc, tu vois, qui n'avaient pas les skills et tout, mais qui avaient des 500 000 followers, des trucs de ouf. Alors, toi, tu es là, tu galères et tout. Tu te dis, putain. Et maintenant, les gens, les marques, les boîtes et tout, en tout cas à l'époque et tout, regardaient vraiment beaucoup ton nombre de followers pour te booker, pour faire tes trucs et tout, tu vois. C'est putain. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? C'est dinguerie. Je pense que déjà, il y a beaucoup de gens qui ont mis des bananes, parce qu'il y a plein de faux followers, d'achats et tout ça. Hein. On est d'accord. Et je pense que les gens, ils sont un peu passés à autre chose. Mais bon, ton nombre de followers, quand même, ça aide quand même à booker des deals. Oui. Et donc, du coup, je me suis un peu forcé au début à m'y mettre à ce format un peu court et tout, tu vois. Et plus je le faisais, plus je kiffais. Et je me dis, tiens, c'est une nouvelle façon, ou une autre façon différente de partager ce que j'aime. Et le DJing, et le hip-hop. Les bons sons, tu vois. Et du coup, ce format, pour moi, il vient en complément au format long et en complément à ce que je fais en live, parce que c'est le live que j'adore le plus. Toi, ça vient en complément. Donc finalement, en me forçant à le faire, je kiffe. Maintenant, c'est toujours pareil. Est-ce que les gens qui le font, ils le font pour les bonnes raisons Justement, question juste après, au niveau du business. Parce que ce genre de choses, tu ne le fais pas du tout pour le business. Tu le fais pour la passion. Parce que là, tu ne gagnes pas 1 euro là-dessus. Ah non, mais mes mix, tu dis, le monde des mix, j'en suis à presque 600. Presque 600, vous imaginez, presque 600. Hein, tu vois. On est d'accord. C'est gratuit, je les donne gratuits, tu vois. C'est cadeau, ça permet de positionner ton nom toujours dans l'industrie aujourd'hui. Mais toujours. Mais au niveau business, qu'est-ce que tu penses de ce business de DJ aujourd'hui? Vraiment, on va parler argent un petit peu. Je parle pas de somme, mais je parle de vraiment, parce que je vois des DJ partout. Je vois des DJ aujourd'hui qui ont même 14 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans et qui gagnent leur vie. Je vais me voir très bien gagner leur vie. À l'époque, ça, c'était pas possible. Et toi, ton avis sur ça, c'est quoi? C'est cool. Hein. Moi, si les gens ils font du genre, tant mieux pour eux, tu vois. C'est sûr. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, tu vois. Est-ce que ça n'a pas pris la place de certains DJ qui mériteraient des fois de... Si. Même, il y a des fois, moi, comment on va dire,
il y a des trucs, j'ai même plus envie de rentrer en concurrence avec, tu vois. Genre, quand je me suis retrouvé tu vois, il y a encore quelques années, c'est là que le game a un peu changé. Il y a encore quelques années avant Covid, vraiment, il y a eu une séparation avec le Covid. Parce que par exemple, il y a beaucoup de clubs. Ah, on veut pas de rap. Ouais, déjà, pour confirmer, déjà, les 3 quarts des clubs en France sont fermés ces dernières années. Pas qu'avec le Covid, ça avait commencé avant. Mais tu vois, par exemple, avant le Covid, il y a plein de clubs, on veut pas de rap français. C'était encore associé au Kaira, tout ça. Là. Après le Covid, on veut pas de rap carry, que du rap français. Parce qu'ils voulaient remplir les caisses. Ça a complètement changé alors. Et du coup, ça a changé. Et du coup, aussi, le public, je te dis, il a grave changé. Avant, tu vois, on me bookait en province, tu vois, dans d'autres endroits et tout, parce que justement, ils voulaient voir un DJ Paname qui apporte sa patte, qui connaît des sons qu'ils ne connaissent pas, qui a une technique pour mixer, qui balance des scratchs. Moi, je scratch toujours, tu vois. Pas être relou, c'est juste que pour moi, ça donne de la dynamique à mon mix. Enfin, moi, je trouve, tu vois. Et tu vois, des fois, sur les dernières années, j'arrive dans les clubs, je voyais que le résident, bah, avec des remixes à 130 BPM, afro, hip-hop, tout droit, sans changer de rythme, bah, les gens, ils dansaient parce que c'est tout ce qu'ils voulaient écouter, tout ce qu'ils écoutaient toute la journée. Donc on était plus dans la musicalité vraiment que dans le DJ pur. C'est juste qu'il passait, ça passe bien, il le fait proprement. Voilà, des trucs, le gens, il met que des tubes, mais tout tout droit et droit, tout, quoi. tu vois. Fais pas, parce que moi, quand je mixe, j'essaie de raconter une histoire. Je vais te l'être là, je vais t'amener là, je vais te ramener là. Je construis ma soirée, tu sais, avec un warm-up, avec un peak time. Après, je te refais descendre, sinon il y a des bagarres à la fin, tu vois ce que je veux dire. Pas, je coupe la musique alors que t'es en train de lever les bras. Sinon, les gens, ils veulent pas partir, ils sont vénères, ils commencent à se taper. Bon, bref. Mais je raconte une histoire, tu sais. Dedans, je vais mettre des moments plus calmes. Je vais vraiment... c'est une histoire que je raconte, tu vois. Et puis tu prépares toujours tes mix, t'es encore à fond dans la préparation. Je prépare rien. Pour les soirées, je prépare toutes mes crêtes, mais je prépare plus... Ah, tu prépares plus du tout? Non, jamais, jamais. Freestyle. Freestyle total. Mais je connais tous mes morceaux par cœur. Oui. Et je connais toutes mes crêtes par cœur. Ouais, mais ça, déjà, ça Les crêtes, c'est a les pas de prix, dossiers ça. où j'ai, tu vois. Ah, tu connais tout par cœur. Je connais tout par Et cœur. tu les nourris tout le temps? Bah, tout le temps. Que de la news, que de la news, que de la news, tout le temps. Ça, c'est le pire truc de ce métier. C'est de se mettre à jour. Ah ouais. Il faut aller maintenant, c'est les sorties, c'est le vendredi, il faut aller tout écouter, il faut tout passer en revue. Après, il faut tous les télécharger, puis après, il faut les classer, après, il faut mettre les cues pour intégrer quelqu'un. Ouais, vous avez entendu, il a 50 ans, je ne vais pas dire ton âge tout le temps, mais il a 50 ans et le mec fait toujours ça tous les vendredis, il écoute tout de A à Z. Et je sais qu'il est toujours très pointu, hein. Ça c'est très important. Ouais. Et justement par rapport à cette culture hip-hop où tu as été vraiment avant-gardiste et tu as toujours été très présent, tu as sorti un livre. Ouais. Je voudrais qu'on en parle un petit peu, ça on va vous le montrer un petit peu, on vous le mettra bien comme il faut. Alors déjà, pourquoi tu as voulu sortir un livre ? Ça venait d'où cette idée de sortir un livre et est-ce que tu es le seul à l'avoir fait? Franchement, des livres sur l'hip-hop, il y en a eu sur les DJ, parce que là, c'est vraiment la culture, ça s'appelle Culture DJ chez Laos. Et c'est vraiment sur le DJing, mais évidemment, il y a toute l'histoire du hip-hop, un peu entre parenthèses, via le prisme des DJ. Et d'ailleurs, le hip-hop, c'était, en tout cas, l'histoire qu'on raconte, c'était un DJ à la base. Oui. C'était Kool Herc. Exactement. Donc, Jamaïcain, mais qui vivait dans le Bronx. Exactement. Pour l'histoire. Et tu sais que c'est grâce à lui que le breakdance a été créé. Oui, bah oui. En fait, l'histoire, c'est que lui, c'était déjà un DJ, un Jamaïcain. Sa sœur, le 11 août 1973, elle avait besoin d'argent pour s'acheter des sapes. Tu voulais parler des sapes, on va parler des sapes. Elle avait besoin, back to school, il me faut de l'argent pour m'acheter des sapes, tu vois. Être so fresh, so clean, comme disent les Caraïbes. Donc, elle dit, tiens, je vais faire dans le hall de mon immeuble, où je sais plus, il y avait une salle. Je vais organiser une soirée, je vais la faire payer $2, $1, je ne sais pas c'était combien le prix à l'époque. Je vais prendre mon frère pour mixer, tu vois. Et lui, quand il mixait, il commençait à remarquer que, tu sais, sur les disques, il passait beaucoup de soul, de funk et tout, et tu avais toujours un petit moment, 10 secondes, d'un petit solo de batterie, tu vois. Et là, il remarquait que sur ce petit passage, ce break, ce petit breakbeat. Breakbeat, pour ça on appelle ça le breakbeat, là, les danseurs, ils s'excitaient plus, tu vois. Il s'est dit, bah attends, je vais le rallonger, en fait, le break. Je vais prendre 2 fois le même disque, et à chaque fois, je vais revenir au début du break. Donc, donc il faisait ses petits passe-passe. Il faisait ses petits passe-passe. Au lieu de 10 secondes, bah, le break, il le faisait durer 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, je sais pas, je n'étais pas là. Mais, à l'époque, en 1973, je n'étais pas né. Donc, il le faisait durer plus longtemps. Et c'est un peu ça qu'on attribue le début du hip-hop. C'est le breakdance, vraiment dans l'histoire. Le break, ça crée des ronds, tous les gens ils commencent à danser dessus. Voilà. Le MC, lui, il était juste accompagnant du DJ pour ambiancer les gens et tout, avant qu'il y ait vraiment, ça se mette à vraiment rapper et tout, tu vois.
Donc c'est DJ qui est à la base. Et tu racontes un petit peu ça dans ton livre? Tout ça, c'est raconté dans le livre, évidemment. Je raconte toute l'histoire du DJing, comment ça a commencé, les clubs et tout. Ça a commencé en France, les clubs. Hein. Tu vois, c'est Régine, pour ceux qui ont connu Régine, c'est un peu elle qui a lancé les clubs. Whisky à gogo, ça devait être en 1947, je me souviens plus la date exacte. Mais après la guerre et tout, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des GI américains, frère. Et en fait, elle, tu vois, à l'époque, il y avait un jukebox, en fait. Ok. Dans les clubs, il n'y avait pas de DJ et tout, ça n'existait pas. Il y avait un jukebox. Et donc les gens, ils mettaient leurs pièces et ils prenaient leurs disques. Sauf qu'elle, il y avait plein de GI américains qui venaient dans son whisky à gogo, là. Et les GI américains, eux, ils voulaient juste serrer des 16 francs. Ils voulaient juste de la petite française. Donc, ils mettaient que des slows, tu vois, pour aller taper les slows avec les petites françaises. Elle, ça l'a saoulée. Elle a fait, vas-y, je vais virer le jukebox qui me saoule et je vais mettre un mec qui va passer des disques. Et ça s'appelait un opérateur. Il a carrément une blouse blanche à l'époque. Il était au bout du bar et tout. Il passait les disques. Et c'est les premiers DJ. C'est le premier DJ, c'est opérateur. Et après, elle s'est dit, ah, vas-y, il y a des gens qui sont un peu plus importants, je vais faire un coin VIP. Et puis après, regarder ses ampoules, elle fait, attends, l'ambiance, elle a mis des trucs en plastique pour faire des ampoules rouges au lieu que ça soit blanc et tout. Oh, et c'est elle qui a presque créé les soirées, quoi. Tout le concept, c'est elle qui l'a créé, tu vois. Et ça part de là. Ça. Opérateur, ça part de là. Incroyable, ça. Vous avez entendu cette anecdote de malade. Même moi, je n'étais pas au courant. Franchement, c'est incroyable. Ah ouais, bah ouais. Et donc, le livre... je raconte l'évolution du DJing, je raconte l'évolution du matériel aussi important. Et je fais une centaine de portraits. Beaucoup de Français. Après, je passe beaucoup par des caries parce que c'est eux qui ont ouvert la voie. Ouais. Et je voulais vraiment mettre à l'honneur les DJ français, tu vois. Ok, donc tu les présentes tous dedans. Tous dedans, tu vois. Les légendes, les nouveaux, les meufs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de meufs DJ et tout. C'est vrai. Maintenant, il y en a de plus en plus, tu vois. Il y en a vraiment de plus en plus. Un hommage aussi à ceux qui ont disparu et tout. Et après, là, je développe plein de choses. Dans le livre. 1 million de mots, des belles photos. 1 million de mots. Bon, en tout cas, allez l'acheter. Voilà, c'est Culture DJ. C'est chez Larousse, c'est très très lourd. Shout up à SO, on dit. SO à mon gars Tonton Gibbs qui m'a branché avec Larousse. C'est un peu comme ça que ça s'est fait. Exactement. C'était un peu par hasard. Ça s'est fait un petit peu par hasard? Ouais, parce que je suis pas allé genre, j'ai envie de faire un livre sur les DJ. C'est genre, je rencontre Gibbs, on devient pote, Tonton Gibbs, pour ceux qui sont dans la sneakers. Et dans la SAP maintenant, parce qu'il fait pas que de la sneakers. Exactement, il est même beaucoup dans la SAP maintenant. Il est plus dans la SAP que dans la sneakers, mais à l'époque, c'est comme ça qu'on l'a connu. Il a 2 bouquins qu'il a sortis, magnifique, grand big up. Plus que 2, je crois qu'il a 4. 4 bouquins? Ouais. Ah bah. T'as pas tout à la maison. Hein. Non, j'en ai 2 en tout cas. Noël est passé. Mais en tout cas, j'en ai 2. Mais bon, bref, quand on se rend compte et tout, on devient pote très très vite. Et il me dit, putain, mais Dirty, t'es une légende et tout. Je dis, vas-y, calme-toi. Pourquoi t'écris pas un livre sur ta vie et tout, hein. Je fais, franchement, je me dis, je suis pas cut killer non plus, il faudra pas exagérer et tout. Et après, je lui dis, mais par contre, un livre sur les DJ, ça peut être cool. Il me fait, moi j'ai le plug chez Larousse, j'ai sorti des livres chez eux, je peux leur en parler. Il leur en parle, il m'obtient un rendez-vous, je réfléchis au truc, je dis, voilà ce que je veux faire, ils m'ont dit go. Et voilà, franchement, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable parce que, vu qu'il n'y en avait pas, on est d'accord, c'est le premier, il n'y en avait pas du tout. Ouais. C'est super important parce que dans cette culture, ça va rester. Ce qu'on appelle les objets, ça va rester. Aujourd'hui, nous, c'est, pour ceux qui ont connu les encyclopédies, nous, c'est un peu les encyclopédies de DJ, c'est un peu les formats en plus, parce que ces formats, on les avait. Frère, c'est chez Larousse. On avait les dictionnaires Larousse. Exactement, les dictionnaires Larousse, qui existent toujours d'ailleurs. Qui existent toujours. Et donc, pour justement marquer la légende de Dirty Swift, parce que à mes yeux, pour moi, dans ce milieu, tu es une légende. Il y a Cut Killer, bien sûr, il y en a d'autres, mais il n'y a pas que les mêmes. Tu en fais largement partie. Merci. Tu as fait tes 40 ans. Et tu as ramené 40 DJ. Ouais. Là, on vient de faire tes 50 ans, tu as ramené 50 DJ. Ouais. Déjà, qui a fait ça? Personne n'a fait ça. Donc nous, on a eu la chance de participer via Projet X Paris, grand big up avec du textile pour les 50 ans. Mais raconte-nous un petit peu juste pourquoi 40 ans, 40 DJ et 50 ans, 50 DJ. Franchement, c'est là que des fois je me déteste, mais que je me kiffe à la fois. Parce que l'innovation. Je réfléchis au truc. Est-ce que je fêterai pas mon anniversaire tout. Je suis pas du genre à trop fêter mon anniversaire. C'est souvent les promoteurs ou les patrons de boîtes qui vas-y viens on fait ton birthday parce qu'ils voulaient ramener plus de monde et tout. Donc c'était plus comme ça mes anniversaires. Après je me dis bon 40 ans quand même et tout, j'ai envie de marquer le coup. Mais d'un autre côté, tu vois, 40 ans je me sentais vieux, je voulais même pas que les gens ils sachent que j'ai 40 ans, tu vois. Mais d'un coup,
j'ai pensé à 40 ans, 40 DJ. Et j'ai checké un peu, j'ai vu nulle part au monde où ça a été fait. Tu vois, je me suis dit, putain, ça n'a jamais été fait, ce genre de truc et tout. Et voilà, une fois que j'avais l'idée, allez, c'était fini. J'ai fait, allez, j'y vais. Et ça a donné quoi pour les 40 ans? J'étais pas présent. C'était une folie, c'était aux étoiles. Tu avais 600 personnes à l'intérieur, 600 personnes dehors, ça nous a dépassé et tout, c'était un délire. À l'époque, j'avais commencé à bosser chez Move, en direct à la radio, toute la soirée et tout. C'était une dinguerie. Jusqu'à 10 ans après, on m'en parlait. Donc c'est pour ça qu'après... Donc pour ça que les j'ai 50 fait les ans, 50 ans, 50 DJ. 50 DJ. Ouais. Et C'était au Gibus. Le Gibus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Donc ouais, le Gibus, c'est devenu le club hip-hop de ouf, mais vraiment de référence. Tu pouvais y aller les yeux fermés, tous les vendredis, tous les samedis, tu avais des bêtes de DJ, une bête de soirée. Moi, à cette époque-là, mais déjà, j'étais tous les week-ends là-bas. Moi, c'est là-bas que je t'ai vu les premières fois. Même Snake, si je dis pas de bêtises, Snake était résident. là-bas. Snake était résident tous les vendredis, Candy Shop, je crois que ça s'appelait ces soirées du vendredi. Qui était très lourde aussi. Ouais. Et donc moi, j'étais un des premiers à passer du Dirty Soft avec Weedy, mais on avait le soirée Get Crunk, puis après, ils sont devenus Godswag, quand le Crunk est un peu descendu. Mais on était vraiment les premiers. C'est-à-dire que pour tous les mecs de Paname, et de toute façon, ça venait de partout en province. Bien sûr, en Gibus, c'était... Et pour tous les autres DJ, ça, c'était pas du rap. C'était pas du hip-hop, tu voulais dire. Alors que moi... Comment ça, c'était pas du hip-hop? Bah, je sais pas. Tu sais, on a tellement été matrixés. Alors, c'est aussi du fait de notre position géographique où les mecs qui allaient acheter des vinyles, ils achetaient des vinyles à New York, il y avait de la West Coast qui arrivait. Moi, j'étais un gros fan de West Coast aussi. Oui. Mais le Dirty, ça n'arrivait pas. Il n'y avait pas de vinyle qui arrivait. Les vinyles que moi, j'avais à l'époque, j'étais parti les chercher aux US. Tu vois, il n'y avait pas de Dirty qui arrivait. Et j'ai des trucs, des 96 et tout. Il y avait aussi tout ce qui était True Life Crew, tout ça, Miami Bass et tout avant. Mais j'écoutais déjà du Master P, No Limit, j'avais les cassettes vidéo et tout à l'époque. Des 96, 97, les 36 Mafia, tout ça et tout, j'écoutais ça. Puis après, Lee John, Bia Bia, quand c'est sorti avec Ludacris en 2001, j'avais le vinyle, Lil Jon and the East Side Boys, mais personne n'avait ici parce que tu ne pouvais pas le trouver en fait. Et donc nous, on est parti là-dessus. Et en plus, après, il y a eu Serato, donc c'est plus facile. Serato, ça permet de... Voilà. Tu as tes disques sur vinyle, maintenant tu les as sur l'ordinateur, donc on pouvait télécharger. Ça arrive en quelle année, ça? Serato, ça arrive en 2004. 2004. Donc c'est là qu'il y a eu un gros changement. C'est vers 2005, 2006, tout ça, tu vois. Et donc là, on était déjà sur Serato. Et donc, je fais ces soirées où tous les autres DJ, personne, pendant au moins encore 1 an, 2 ans, personne, tout le monde crache sur le Dirty. Hein. Mais là, le Dirty, il explose. T'as YouTube qui arrive en même temps. Je te fais juste une petite pause. Ton blaze, on n'en a pas parlé des débuts de Dirty Swift. Rien à voir avec le Dirty Swift. Bah non, parce que c'est largement avant. Parce que tu l'as sorti en quelle année, ton blaze? Non, en fait, à la base, je m'appelais DJ Swift, tout court. Ok. Après, il y a eu un autre DJ Swift qui faisait des compétitions et tout, que j'ai cherché, mais je n'ai jamais trouvé. Il a eu la chance. Ça, c'est une autre histoire. Et depuis, je l'ai rencontré. Mais bon, c'est derrière nous. Donc, du coup, j'ai cherché une particule. Et voilà. Donc presque tu as même enlevé DJ, tu as mis Dirty Swift directement. Au début, je disais DJ, Dirty Swift et tout. Et depuis, je ne veux plus qu'on mette DJ. C'est Dirty Swift, comme si j'étais un artiste. J'ai retenu. Ouais, t'as retenu. Parce que tu me l'as déjà mis DJ, je t'ai dit ça sur le flyer, enlève-moi ça en direct. Et bon, et voilà, on cherchait avec un pote Carrick. On cherchait, justement, il y avait les Master P et tout, j'écoutais beaucoup. Donc au début, c'était Roddy Swift. On disait, parce que I'm body it. I'm Roddy. Roddy, après, je disais, ça va être trop compliqué pour les gens. Après, Dirty, ouais, vas-y, on fait du sale. C'est parfait, ça. Mais je ne regrette rien. Donc, une soirée inoubliable. Attends, je peux finir sur le Gibus. 2 secondes. Gibus. Je voulais juste dire qu'à l'époque, il y a YouTube qui arrivait. C'est ce que je disais. Okay. Et donc, du coup, tous les jeunes et tout, ils ont commencé à se mettre à fond, les clips, comment on pouvait avoir les clips et choisir nos clips, tu vois, pas attendre que MCM, à l'époque, passe le clip de je sais pas quoi. Putain, mec, c'était dépendant de ça. C'était une galère des fois, quand même. Et là, t'as Soulja Boy qui arrive avec Crank That. Et en fait, moi, j'ai vu une bascule à ce moment-là. Parce que tout le monde faisait la Corée et ça a pris... Même dans la SAP, tu sais que même dans la SAP à cette époque-là, tout a changé. Là, presque, il y a des mecs qui ne voulaient pas mettre de baggy, ils sont tous mis à mettre des baggy dans tous les sens. Tout le monde est passé baggy au départ, puis après en mode de Rorty, le 501 serré, la paire de Reebok classique de Lacoste. Et après, tout le monde est revenu au baggy. Bon, bref, j'ai fait ça aussi, t'inquiète. Mais je l'ai fait avant je suis revenu au baggy très tôt. Dès que les moi, j'ai jamais lâché les baggy. Et donc,
Et voilà, et après, ça a explosé Dirty. Et moi, vraiment, c'est là que j'ai explosé je faisais déjà les soirées et tout, mais vraiment au Gibus, ça m'a donné une Ah, résonance c'est là que, en gros, c'est là que ton nationale. blaze, il a Et les vraiment soirées, grimpé. elles fonctionnaient de ouf. Et après, j'ai aussi, au même moment, j'ai commencé une autre soirée qui s'appelait Hip Hop Love Soul. Ok. Tu vois. Et ça, là, ça a été la plus grosse soirée hip-hop de Paname. C'était une fois tous les 2 mois. Au début, c'était tous les mois à la Seine-Bastille, mais après, tous les 2 mois, on faisait ça à l'Élysée-Montmartre. C'était les premières soirées à l'Élysée-Montmartre, 2000 personnes, tu vois. Oh là le délire. là 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 Après, là on a là fait là. Bataclan, après, on a fait Palais de Tokyo, enfin, on a fait plein de salles et tout. C'était vraiment c'était un rendez-vous, les gens, ils attendaient que ça. Donc là, si je te dis une soirée inoubliable, t'es incapable de m'en dire une. Non, mais après, je vais te parler des premières parties, parce que c'est celles-là qui sont un peu les plus marquantes, en tout cas pour moi. Ok. C'était pas le plus gros kiff en termes de tu fais kiffer les gens et tout, et encore que, mais première partie de Beyoncé et Jay-Z au Stade de France, tu vois, c'est un truc qui a Ah marqué ma oui, carrière. C'était en 2018, légendaire. tu vois, c'était cool. Mais celle que j'ai plus kiffé, c'était première partie de DJ Snake, justement. Donc Snake, on se connaît depuis l'époque, parce que c'est un DJ hip-hop, faut le savoir. Et il a toujours été dans la compétition. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu sais, on s'appelait, on s'envoyait des textos toute la journée. Ah frère, j'ai trouvé des sons là, t'es même pas prêt. Non, c'est moi qui ai les meilleurs sons. C'était en mode comme ça. Il a toujours été dans la compétition. Et après, bon, t'as vu, à cette On époque, va pas présenter il a un DJ petit peu Snake, step up, il est hein, un petit peu, il est un level petit up. peu connu à travers le monde entier. Voilà. Et arrivé en 2020, tiens, je vais te raconter l'anecdote comme ça, si tu veux savoir comment ça s'est passé. C'est comme par hasard, comme les 3 quarts de ma vie. En gros, une semaine avant, je dis à son régisseur, Régis le régisseur, big up à lui, qui est aussi le régisseur de Cut Killer, je dis, vas-y, concert de Snake la semaine prochaine, tiens, je passerai bien et tout, mais je sais pas, son numéro, il marche plus, là, il change tout le temps de numéro, tu vois. Il m'explique que dès qu'il allume son téléphone, il reçoit 150 messages qu'il connaît pas, donc il change tout le temps de numéro. Bon, bref. Je dis, si tu le vois et tout, dis-lui, vas-y, je veux bien venir au concert, je suis chaud et tout d'aller le voir. C'était à Paris La Défense Arena. Ok. Le dimanche matin, juste avant le concert, et, Régis, il me dit, ah, bah vas-y, je suis avec William et tout, attends, je t'appelle. Il m'appelle et tout, ouais, ça va et tout, hein, attends, je te le passe, ouais, ça va, Swift, ouais, bien et tout, ouais, tu veux venir à mon concert et tout. Je suis, ah, bah ouais, je suis chaud et tout, de ouf et tout. J'ai fait tous ces concerts, tous, les premiers, l'Olympia, machin, les Bercy, Ah ouais, tu les as j'ai tout tous fait. fait. Il dit, ouais, je suis chaud de venir, frérot, tu vois. Je l'ai accompagné sur des dates, des festivals, tout ça et tout, en poteau, tu vois. Il me dit, bah vas-y, j'ai une meilleure idée. Ça te dirait de faire ma première partie? Je fais, wesh. Je fais, bah go, frère. Il fait, ok. Combien de personnes? C'était 40 000. Donc c'était moins que le Stade de France, mais c'était plus kiffant parce que là, ils sont venus vraiment écouter un DJ déjà à la base. Ouais, Sauf qu'il ouais. m'a donné une mission. Son public, maintenant, il est quand même très électro. Tu vois. Il y a beaucoup d'électro et tout. Lui, il m'a dit, moi, je veux que tu fasses un set hip-hop pour rappeler mes débuts. Donc j'ai fait un set hip-hop, tu vois. Et franchement, c'est passé crème, quoi. Ouais, ça, bon, en tout cas, moi j'ai vu, mais. Et après, il y a Ouais. eu l'after. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que l'after, c'était au T7 avec Free paix à son âme, Cut Killer, Djibril Cissé, Mala, Hazard, enfin tous les mecs de l'électro, tout ça. On a fait un after de folie, mec. C'était une dinguerie. Et quand je mixe à l'after, Snake, il est arrivé il est arrivé dans la boîte et tout, il est monté sur scène, il y avait Vladimir Cauchemar et tout. Moi, je trouve, et franchement, c'est lourd. C'était la meilleure soirée de ma vie. Bah voilà. Donc une soirée inoubliable, on l'a. Ouais. Un DJ légendaire, hein. Cut Killer. Cut Killer. Et Et Fun Flex aux États-Unis, vraiment, il m'a mis dedans quand même. ouais, on va rester en France, donc on va parler de Cut Cut Killer. Killer. Et un artiste qui t'a vraiment marqué, Ah, Snoop Dogg. Snoop Dogg. Ouais. Vraiment, là, T'es sans vraiment mon gars, hésitation. toi. T'es mon gars. Sans hésitation. Vraiment, Doggy Style, meilleur album de tous les temps. Ah ouais, mais Je préfère Doggy Style à Deux Chroniques, tu vois. moi aussi. Moi aussi, perso. Donc aujourd'hui, on est où exactement? Présente ton lieu. Parce que Nouveau projet, parce que tu vois, comme tu vois, je m'ennuie dans ma vie, je fais pas grand chose. le mec s'ennuie au bout de 5 minutes. Hein. Voilà. Vous problème. avez cerné le personnage, j'espère. Ouais. Donc, un peu par hasard, pareil, c'est un peu par hasard. Et un peu de très très loin par Sergio, qui l'a invité dans ta première émission. Premier en tout cas, épisode. de très très loin, c'est grâce à lui que j'ai rencontré telle personne qui fait que je suis là aujourd'hui, en fait. Ok, et c'est Voilà. quoi le concept? En fait, ici, c'est un lieu, là, on est dans un cube, ça s'appelle Brush. En fait, Brush, c'est pinceau en anglais, sauf que j'ai rajouté un E pour qu'on puisse le trouver facilement. Vous verrez le logo, vous inquiétez pas, on va vous le mettre. B-R-E-U-S-H, je dis quand même. Et en fait, l'idée, c'est que tu viens,
famille ou des enfants, anniversaire, entre collègues, team building et tout ça. Tu rentres dans un cube, j'ai des cubes de 20 mètres carrés, j'en ai un plus gros aussi, j'ai 3 cubes. Tu viens dans ce cube, tu mets une combinaison, tu mets les chaussures protectrices, tu choisis des peintures avec des squeeze bottles, comme quand tu vas au grec, là, tu sais, pour lancer les sauces. Sauf que tu mets la peinture dedans, tu peux faire les projections directes avec la bouteille, mais je te mets plein d'ustensiles, what the fuck. Donc en fait, le délire, c'est ici, on se lâche. Je te mets des gants de boxe, je te mets des chaînes. Omar m'a tué, Dirty m'a tué. Et tu fais des petites et en fait, ouais, je te mets une toile. C'est des vraies toiles, coton 380 grammes. Et, il nous a donné le grammage. Grammage, bah oui, mais parce que c'est important, parce que en fait, le délire, c'est que tout le monde, d'ici, tout le monde peut devenir artiste, même si tu le sens pas. Mais le but, à la base, c'est de se défouler. Tu viens en coton, en famille et tout, tu te lâches. Il y en a qui tapent sur les murs, qui s'éclatent, je leur mets de la musique. Parce que la musique, ça reste la base quand même pour moi. Donc j'ai même mes lights qui réagissent à la musique s'ils veulent. Tu vois, s'ils veulent être en ambiance calme. Ambiance. Voilà. En tout cas, il va finir par mixer dans ses box. Voilà. Et après, c'est quand même un peu comme une Red Room. Sauf que tu te défoules. Vraiment, c'est pas physique, mais presque. Tu vois, tu te défoules, tu t'éclates, tu danses, tu rigoles. Ouais, tu kiffes, quoi. Tu te lâches. Et à la fin, en plus, tu as créé quelque chose. Et tu repars avec. Et tu repars avec ta toile. Et voilà. Écoute. Et évidemment que le DJing, le hip-hop va être de plus en... Mais ça, c'est une surprise. Il va tout rallier, mais ça va arriver. Je vais tout rallier. On va tout vous mettre, vous inquiétez pas, on va vraiment tout vous mettre. Dirty, merci. Merci à toi, frérot. Un grand merci pour la culture. J'ai parlé beaucoup. C'est pas grave. On n'a pas parlé de textile. Mais c'est pas grave. Non, mais regardez, il n'y a même pas besoin de parler. Voilà. Tout ça, c'est déjà fait. On va même pas expliquer ce que c'est, sinon on n'a pas fini. Ça, c'était les 50 ans, 50 DJ légendaires. Dirty Swift, le livre est disponible, on va vous mettre tout dans la bio. Un grand merci. Et là, franchement, pour la culture, ce podcast, il est légendaire. Merci. Et on vous dit tous les dimanches comme d'habitude. Let's go.